La vraie guerre froide ne se joue plus dans l'espace, elle se joue au fond des océans. Le grand paradoxe qui traverse les câbles sous-marins, vendus comme une infrastructure neutre, décentralisée, presque immatérielle, un pur produit du cloud. En réalité, c'est l'objet de contrôle le plus centralisé, le plus physique et le plus stratégique du XXIe siècle. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, il faut remonter à la physique et aux théories de l'information. En 1948, le mathématicien et physicien Claude Shannon publie la théorie mathématique de la communication. Il y établit une limite physique absolue. C'est qui est la quantité d'informations maximale qu'un canal peut transporter dans un milieu donné. Les technocrates du XXe siècle en ont tiré une conclusion. L'espace hertzien et les satellites ont des limites physiques infranchissables. La seule manière de véhiculer des pétaoctets de données à la vitesse de la lumière sans dégradation est la matière tangible, la fibre optique sous-marine. On imaginait un réseau mondial sans frontières, immatériel et décentralisé, mais nous avons créé le réseau le plus physiquement vulnérable et centralisé de l'histoire de l'humanité. Le premier grand paradoxe est là. Plus notre monde se dématérialise et parle d'intelligence artificielle, plus notre survie économique dépend d'infrastructures physiques hyper concentrées, exposées aux ancres de bateaux, aux séismes et aux sous-marins espions. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour le comprendre, il faut revenir au jour où la reine Victoria a envoyé le premier télégramme transatlantique en 1858. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne a compris avant tout le monde le lien entre les câbles et la domination mondiale. Avec All Road Line, l'Empire britannique a encerclé le globe de câbles télégraphiques sous-marins. Pendant la Première Guerre mondiale, la toute première action des Britanniques n'a pas été de tirer un coup de canon, mais de sectionner les câbles sous-marins allemands pour isoler Berlin du reste du monde. Pendant un siècle, la règle était claire. Les câbles appartenaient aux États et aux opérateurs souverains de télécommunications. C'était un modèle d'infrastructure publique mondiale, géré en consortium sous contrôle étatique strict. Mais au début des années 2010, un séisme financier et technologique a tout balayé. En moins de 10 ans, les souverainetés nationales ont capitulé. La part de la bande passante sous-marine mondiale possédée ou louée par Big Tech en 2010 était seulement de 10%. Mais en 2026, plus de 70% de câbles sous-marins entièrement financés ou loués à des géants de la tech comme Google, Meta, Microsoft, Amazon et d'autres. Aujourd'hui, 4 entreprises américaines détiennent ou financent la majorité de la capacité de transport sous-marin international. Le deuxième paradoxe économique du siècle. Les opérateurs de télécommunications traditionnels n'ont plus les capitaux nécessaires pour investir dans ces autoroutes de verre à plusieurs milliards de dollars. Les géants du web, qui étaient autrefois de simples clients utilisant les routes des autres, sont devenus les propriétaires de la route, des péages et des véhicules qui y circulent. Ces autoroutes de données sont désormais des réseaux obscurs privés, qu'on appelle de dark fiber. Si Big Tech contrôle le câble, qui contrôle le fond des mers, c'est ici que la guerre froide sous-marine éclate. La géopolitique a horreur du vide. 2 fronts majeurs s'affrontent aujourd'hui, celui de la guerre sino-américaine des atterrissements et celui du risque de sabotage et du chantage. La Chine a créé son propre champion des câbles sous-marins, HMN Tech, anciennement lié à Huawei. Washington fait pression sur l'Europe et l'Asie pour interdire les câbles chinois, tandis que Pékin refuse de laisser les câbles américains traverser la mer de Chine du Sud. Résultat, le web est en train de se diviser physiquement. Couper 5 câbles majeurs reliant l'Europe à l'Amérique du Nord ne paralyserait pas seulement Netflix, cela paralyserait le système financier SWIFT, les marchés boursiers et les communications militaires en quelques millisecondes. Bienvenue dans la véritable guerre géopolitique sous-marin du XXIe siècle, la guerre sur les fils optiques d'Internet. On est au début des années 1970, en mer d'Okhotsk, à 120 mètres de profondeur. Au plus fort de la guerre froide, l'océan Pacifique Nord était le théâtre d'une confrontation feutrée mais impitoyable entre les 2 superpuissances. C'est dans ce contexte de paranoïa nucléaire et de course au renseignement qu'a été conçue l'une des opérations d'espionnage sous-marin les plus audacieuses, le plus complexe et le plus secrète de l'histoire moderne. L'opération Ivy Bells. La mer d'Okhotsk, située au large des côtes orientales de la Sibérie, était une zone stratégique absolue pour l'Union soviétique. Elle servait de sanctuaire à la flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins soviétiques. Pour protéger ce secteur hautement sensible, Moscou l'avait déclaré mer territoriale fermée. Tout navire ou sous-marin étranger s'y aventurait risquait la destruction immédiate. Cependant, les services de renseignement américains avaient découvert un détail crucial. Un câble de communication sous-marin militaire reliait directement la base navale stratégique. Les Soviétiques, convaincus de la sécurité physique de ce câble, posé au fond de l'eau dans une mer sous contrôle total, n'y cryptaient pas la majorité de leurs communications diplomatiques, militaires et administratives. Pour Washington, accéder à ce câble équivalait à écouter les secrets les plus intimes de l'armée rouge. Des plongeurs de l'US Navy,
alimenté en eau chaude par un cordon ombilical, cherche dans le noir un câble de 5 pouces de diamètre. Il le trouve. Il l'enserre d'un dispositif d'écoute sans jamais percer sa gaine, pour ne jamais être repéré par les équipes de maintenance soviétiques. Pendant 10 ans, l'Union soviétique est persuadée qu'aucune oreille ennemie ne peut atteindre le fond de ses propres eaux territoriales, alors qu'ils sont sur écoute pendant 10 ans. En mer Baltique, novembre 2024, un cargo, le Yipeng 3, traîne son ancre sur plus de 150 km. Résultat ? 2 câbles vitaux, celui du Finlande et Allemagne et celui du Suède et Lituanie sont sectionnés. Coïncidence ? Le navire reste introuvable pour les enquêteurs, réfugiés hors des eaux territoriales. Entre ces deux scènes, 50 ans se sont écoulés. Mais la question est restée exactement la même. Qui a la main sur les câbles qui font parler le monde ? L'invention d'un empire invisible. Le premier câble sous-marin de télécommunication relie la France et l'Angleterre en 1850 et 1851 à travers la Manche. 15 ans plus tard, un câble transatlantique de plus de 4000 km connecte l'Europe à l'Amérique. Le premier message échangé entre Londres et Washington met plusieurs heures à être transmis. Mais ça reste un exploit pour l'époque, un temps de latence qui ferait hurler aujourd'hui n'importe quel joueur en ligne. Ce que les livres d'histoire scolaire oublient de dire en est que ce réseau n'a jamais été construit pour connecter l'humanité. Il a été construit par un empire, l'Empire britannique, pour tenir son propre empire debout. Cette stratégie a eu même un nom, All Red Line, un réseau de câbles télégraphiques conçu pour relier toutes les colonies britanniques entre elles, sans jamais transiter par le territoire d'une puissance rivale. Le câble, dès sa naissance, n'est pas un outil de partage, c'est un outil de souveraineté. Est-ce que le mythe d'un réseau neutre est-il ouvert à tous ? Il n'a jamais existé. Et un siècle plus tard, sous les mers, une autre guerre silencieuse allait le confirmer. En 1948, un ingénieur nommé Claude Shannon publie la théorie mathématique de l'information. Il transforme l'information en une quantité mesurable, transmissible, compressible. 20 ans plus tard, en 1966, un physicien du nom de Charles Kao démontre qu'on peut faire voyager cette information sur des faisceaux de lumière dans des fibres de verre ultra pures. Une découverte qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 2009 et qui rendra possible tout l'Internet moderne. Charles Kao rêvait de relier l'humanité par la lumière. Il ne savait pas qu'un jour, cette même lumière transporterait aussi les intérêts vitaux des services secrets, des banques centrales et des armées du monde entier. Le câble est devenu une arme économique. Pendant longtemps, les grands câbles internationaux étaient principalement développés par les opérateurs télécoms et des consortiums. Le modèle était relativement simple. Plusieurs entreprises investissaient en unissant tous leurs moyens. Elles construisaient un câble et partageaient sa capacité. Puis elles vendaient cette capacité. Et l'Internet explosait. Puis arrive le temps du streaming, le temps de cloud, le temps des réseaux sociaux et celui de l'intelligence artificielle. Et soudain, les télécoms ne sont plus les seuls à avoir besoin des câbles. Mais les géants de la technologie deviennent eux-mêmes des consommateurs gigantesques de bandes passantes et comprennent quelque chose qui changera plus tard la perception d'idées sur les câbles. Pourquoi louer l'autoroute numérique des autres quand on peut construire la sienne? C'est alors que Google descend au fond des océans. C'est l'un des changements les plus importants de l'histoire récente des télécommunications. Google explique avoir investi dans de nombreux projets de câbles sous-marins, certains privés, d'autres réalisés en consortium. Et en 2022, l'entreprise indiquait avoir des investissements dans 20 projets de câbles sous-marins. Google est connu comme un moteur de recherche, mais pour faire fonctionner son service, il faut des data centers. Pour connecter les data centers, il faut des réseaux. Pour connecter les continents, il faut des câbles. Et à la longue et progressivement, Google devient une entreprise d'infrastructure. Google ne construit pas seulement le contenu d'Internet, il investit aussi dans les routes physiques par lesquelles ce contenu voyage. Meta fait aussi la même chose en suivant une logique comparable à celui de Google. Ces services comme Facebook, Instagram, WhatsApp génèrent des quantités gigantesques de trafic. L'un des exemples les plus spectaculaires est OoAfrica. Le projet relie l'Afrique à l'Europe et à l'Asie, avec une portée annoncée de 33 pays et une capacité à connecter potentiellement environ 3 milliards de personnes. Le système complet, avec les extensions prévues, et doit atteindre environ 45 000 km. 45 000 km, c'est plus que la circonférence de la Terre. Le cloud a besoin de ses propres autoroutes, alors que nous avons créé le mot cloud comme quelque chose d'immatériel, quelque chose d'invisible et virtuel. Mais derrière ce nuage, il existe des data centers, des transformateurs électriques, des systèmes de refroidissement, des fibres optiques, des câbles terrestres, des câbles sous-marins, des navires spécialisés, des stations d'atterrissement. Le cloud reste l'une des infrastructures les plus physiques de l'histoire du numérique.
On parle souvent d'Internet comme d'une technologie abstraite, mais son fonctionnement repose sur une chose extraordinairement simple: la lumière. Dans les fibres optiques, les informations sont transmises sous forme de signaux lumineux. Le câble contient des fibres de verre extrêmement fines. La fibre elle-même peut être approximativement de l'ordre du diamètre d'un cheveu humain, tandis que le câble complet est protégé par plusieurs couches et peut avoir une épaisseur comparable à celle d'un tuyau d'arrosage sur une grande partie de son trajet. Le physicien Richard Feynman nous a laissé une idée fondamentale. Ce que nous ne pouvons pas comprendre suffisamment pour le reconstruire nous échappe encore. Et cette philosophie est particulièrement intéressante au point que nous avons créé un monde numérique gigantesque et que son infrastructure repose encore sur des lois physiques très concrètes comme l'électricité, la lumière, les matériaux, l'énergie, la pression, la température et la géographie. Internet semble virtuel, mais une panne physique peut faire disparaître une partie du monde numérique en quelques secondes. Ces câbles qui sont incroyablement importants sont aussi vulnérables aux glissements sous-marins, aux séismes, aux éruptions volcaniques, au vieillissement et parfois vulnérables grâce à un sabotage présumé. Ce qui indique que plus de 150 à 200 incidents de câbles peuvent être signalés mondialement chaque année avec des causes naturelles ou humaines. Et les autres, c'est par pur sabotage. Après la guerre froide, la libéralisation des télécoms transfère la propriété des câbles des États vers des consortiums d'opérateurs des télécommunications privés comme France Télécom ou AT&T. Le récit dominant de l'époque précise que le marché va rendre l'infrastructure neutre, ouverte et concurrentielle. Ceci devient la fin de la géopolitique par le commerce au profit des opérateurs de télécommunications. Puis arrive 2010, la géopolitique s'échange une rupture silencieuse. Google investit dans son premier câble. Ça ne sera que le début. Aujourd'hui, Google est impliqué dans une trentaine de projets de câbles. Plusieurs dont il est l'unique propriétaire. Microsoft et Meta financent des projets d'infrastructure entre les États-Unis et l'Espagne. Amazon suit aussi dans ce qu'était autrefois un réseau d'États. Le résultat en 2024 à E4, Google, Meta, Microsoft et Amazon possèdent, financent ou codétiennent plus de 70% des nouveaux projets de câbles sous-marins mondiaux et plus de la moitié de la capacité mondiale existante. L'infrastructure censée incarner un web ouvert, décentralisé, appartenant à tout le monde, appartient désormais de plus en plus à 4 entreprises privées américaines. Le réseau le plus libre de l'histoire est en train de devenir le plus concentré. Le retour de la géopolitique quand les câbles deviennent des cibles, en voyant la multiplication des incidents suspects ces dernières années, un centre de recherche spécialisé a recensé entre 2024 et mi-2025 44 incidents en mer Baltique impliquant des navires chinois ou russes, un chiffre qui suggère une coordination sans jamais offrir de preuves juridiques formelles. En moyenne, 150 à 200 défauts de câbles surviennent chaque année dans le monde. La plupart, c'est par accident, de la pêche, les ancres de bateaux et des séismes, mais la fréquence et la localisation de certains incidents, toujours près de zones sensibles, brouillent la frontière entre accident et sabotage. La France reste un acteur clé de la fabrication et de la pose de câbles, un savoir-faire né chez Alcatel, aujourd'hui propriété de Nokia, environ 47% du marché mondial de la pose et maintenance. Orange conserve une flotte de navires câbliers assurant environ 15% de la capacité mondiale de pose. Depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013, on sait aussi que la propriété américaine de certains câbles a directement servi les dispositifs d'espionnage de la NSA. En 2013, Edward Snowden révèle que la NSA, l'agence de renseignement américaine, espionne les câbles sous-marins. Il y a quelques jours, des journalistes danois arrivent au même constat. Les communications d'Angela Merkel et d'autres dirigeants auraient été espionnées par les États-Unis. Ce n'est pas acceptable entre alliés. Il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. La France condamne publiquement. Pourtant, notre pays lui aussi intercepte les communications par câble. C'est permis par la loi. Peut être autorisée aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la nation, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger. L'infrastructure qui protège est aussi celle qui surveille. À la fin du 19e siècle, l'amiral américain Alfred Thayer Mahan théorise que la maîtrise des routes maritimes commerciales est la clé de la puissance mondiale. Aujourd'hui, les câbles sous-marins suivent presque exactement les mêmes routes que les anciennes lignes commerciales impériales, comme la Manche, le détroit de Malacca, canal de Suez. La théorie du pouvoir maritime n'a pas disparu. Elle a juste changé de câble. Les câbles traversent des zones où les tensions stratégiques sont extrêmement fortes. Lorsqu'un câble est coupé, la première question est souvent de savoir si c'est un accident qui s'est produit ou une attaque. Et cette question est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Un navire peut traîner une ancre. Un chalut peut accrocher un câble.
et peut subir une défaillance naturelle. Mais une puissance hostile pourrait également chercher à exploiter cette vulnérabilité. Et on reconnaît aujourd'hui la complexité croissante des risques géopolitiques autour de ces infrastructures. Une bombe détruit un bâtiment. Une cyberattaque peut paralyser un réseau, mais un simple morceau de métal au fond de la mer peut couper une économie de son monde numérique. La mer Baltique est devenue un laboratoire de grandeur en nature de cette nouvelle guerre des infrastructures. Plusieurs incidents impliquant des câbles et autres infrastructures sous-marines ont suscité des enquêtes et des accusations de sabotage. Mais suspicion ne signifie pas preuve. C'est justement ce qui rend la guerre sous-marine moderne si difficile à combattre. Un missile laisse une trace, une explosion laisse des débris. Mais un câble sectionné peut avoir plusieurs explications et faire question de manque de preuves convaincantes. Le grand paradoxe, la mondialisation contre elle-même. Vous auriez imaginé qu'une entreprise ou qu'un État doit posséder tous les câbles pour contrôler Internet. Ce n'est pas nécessairement vrai. Le véritable pouvoir vient de la combinaison de plusieurs éléments. Posséder les câbles, posséder les data centers, posséder les réseaux terrestres, posséder les plateformes numériques, contrôler une partie du cloud, contrôler les systèmes de routage et d'interconnexion, contrôler les points d'atterrissement, disposer de capacités de réparation, posséder des données à partager et contrôler l'accès au marché. Et soudain, le câble n'est plus simplement un câble. Il devient une pièce d'un système de puissance. Le paradoxe sur le mythe du cloud contre la fragilité physique. On parle du cloud, d'un web immatériel. En réalité, 99% du trafic intercontinental, des emails, des appels, des transactions bancaires, tout passe par des tubes de verre à peine plus larges qu'un tuyau d'arrosage, posés à nu sur le fond des océans, à la merci de n'importe quel incident. Le paradoxe du marché libre a créé l'arme géopolitique ultime. La libéralisation post-guerre froide devait faire des câbles une infrastructure commerciale neutre, gouvernée par la concurrence. La fin de la géopolitique par le commerce. Résultat, 30 ans plus tard, cette même logique de marché a concentré le contrôle stratégique mondial entre les mains de 4 entreprises américaines et d'une poignée d'industriels du câble, comme la France, les États-Unis, le Japon et la Chine. Soit une concentration de pouvoir plus forte que celle de l'ère impériale du télégraphe. Susan Strange, économiste des relations internationales, stipule qu'au-delà de la richesse, ce qui compte, c'est le contrôle des structures de sécurité, de production, de finances et du savoir. Les câbles sous-marins touchent simultanément ces 4 piliers. Ils portent les communications militaires, les échanges commerciaux, les flux financiers interbancaires, et désormais les données qui nourrissent l'intelligence artificielle. Contrôler les câbles, c'est détenir une forme de pouvoir qui dépasse la richesse économique classique. Danny Roderick, économiste et théoricien du trilemme de la mondialisation, disait « Un pays ne peut pas avoir simultanément hypermondialisation, souveraineté nationale et démocratie pleine et entière. Il faut sacrifier l'un de ces 3. Les câbles sous-marins incarnent ce trilemme à la perfection. L'intégration économique mondiale exige une infrastructure partagée, mais cette même infrastructure devient une faille de sécurité nationale, ce qui pousse les États à reprendre le contrôle, sapant la promesse initiale du marché libre. Norbert Wiener, père de la cybernétique, disait que ses travaux sur les systèmes de contrôle et de rétroaction, pensés pour l'automatisation, s'appliquent presque littéralement à un réseau mondial où quelques nœuds physiques déterminent le comportement de milliards d'utilisateurs. Le web devait rendre les frontières obsolètes, mais il a fini par redessiner les frontières sous l'eau, invisibles mais bien réelles. À l'époque, il fallait un sous-marin nucléaire et 10 plongeurs pour toucher à un seul câble. Aujourd'hui, il suffit d'un cargo, d'une ancre et de trentaines de minutes. Et le monde numérique tout entier s'écroule. La finance, l'intelligence artificielle, les communications diplomatiques reposent sur environ 500 fils de verre, souvent non protégés, dont la majorité appartient déjà, ou appartiendra bientôt à 4 entreprises privées. Une infrastructure qui fait tourner l'économie mondiale entière devrait-elle appartenir à des entreprises privées ou être protégée comme un bien commun, au même titre que la haute mer ou l'espace? Marshall McLuhan disait en 1964, « Le média est le message ». Mais au XXIe siècle, l'infrastructure est le pouvoir. Nous pensions vivre dans une mondialisation fluide et démocratisée. Mais la réalité, c'est que notre société hyperconnectée repose sur une vulnérabilité physique extrême, contrôlée par une poignée de multinationales privées et convoitée par des superpuissances armées. Problème économique. Et maintenant, entrons dans l'économie. Pourquoi les entreprises dépensent-elles des milliards dans ces infrastructures? Parce que la bande passante est devenue une matière première de l'économie numérique. Netflix en a besoin, Google en a besoin,
Amazon en a besoin, Microsoft en a besoin, Meta en a besoin, les banques en ont besoin, les gouvernements en ont besoin, les entreprises industrielles en ont besoin, l'intelligence artificielle en a besoin. Et le nouveau paradoxe économique est que plus l'Internet devient immatériel, plus il devient dépendant d'investissements matériels gigantesques. L'intelligence artificielle augmente encore cette pression. Les modèles d'IA nécessitent des data centers, des GPU, de l'électricité, du refroidissement, des réseaux à très haute capacité, des connexions intercontinentales. La bataille technologique du XXIe siècle ne concerne donc plus uniquement les algorithmes. Elle concerne aussi l'électricité, les puces, les data centers, les câbles, les minerais stratégiques, les terres rares et les océans. La prochaine guerre technologique ne se gagnera peut-être pas seulement avec le meilleur algorithme, mais avec celui qui possède assez d'énergie et assez de fibres pour le faire fonctionner. Les télécoms ont-ils perdu le monopole ? Historiquement, les opérateurs télécoms étaient au centre de la construction des réseaux internationaux. Mais les hyperscalaires sont désormais des investisseurs majeurs, comme Google, Meta, Microsoft et d'autres grands acteurs du cloud et de la technologie. On constate que les entreprises technologiques hyperscales jouent aujourd'hui un rôle croissant dans le financement des nouvelles infrastructures sous-marines qu'à la période des opérateurs télécoms. Le paradoxe du siècle en est qu'avant, les télécoms construisaient les routes et les entreprises utilisaient Internet. Aujourd'hui, les plateformes numériques financent aussi les routes et les télécoms ne sont plus les seuls maîtres de l'infrastructure. Et cela pose une question politique. Devons-nous considérer les câbles comme de simples infrastructures commerciales ou comme des infrastructures stratégiques nationales ? Imaginez maintenant que 2 continents dépendent fortement de quelques routes sous-marines et qu'une grande entreprise privée finance certaines de ces routes. En effet, elle possède également des data centers, des services cloud, des plateformes, des systèmes de stockage, des moteurs de recherche, des réseaux de distribution de contenu. On se demande, est-ce encore simplement une entreprise ? Ou sommes-nous en train de voir apparaître des infrastructures privées d'une importance quasi-étatique ? Du point de vue géopolitique, la puissance d'un État ne dépend plus seulement de son territoire. Elle dépend aussi de sa capacité à communiquer, échanger, transporter des capitaux, transmettre des données, protéger ses infrastructures et maintenir ses réseaux en cas de crise. Ceci devient le paradoxe qui explique pourquoi les câbles deviennent progressivement un sujet de sécurité nationale. Dans ses travaux sur l'infrastructure technologique, Nicolas Carr a popularisé une idée essentielle. Lorsqu'une technologie devient une infrastructure, son importance dépasse l'entreprise qui la fournit. C'est exactement le problème du cloud et des réseaux. Lorsque tout le monde dépend de l'infrastructure, la question du contrôle devient politique. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. Nous croyons avoir rendu l'information presque instantanée, mais la lumière a une vitesse limitée. Elle est extrêmement rapide, mais elle n'est pas infinie. Et les traders financiers le savent, les centres de données le savent, les opérateurs télécoms le savent, les physiciens le savent. La géographie n'a donc jamais réellement disparu, même à l'ère numérique. Internet nous a donné l'impression que la distance avait disparu. La physique nous rappelle qu'elle n'a jamais disparu. Voici peut-être la leçon économique la plus profonde. Pendant des décennies, nous avons célébré l'application, le logiciel, la plateforme, l'algorithme, le réseau social. Mais derrière chaque révolution numérique, il existe une infrastructure. Et celui qui contrôle l'infrastructure possède souvent un pouvoir économique supérieur à celui qui contrôle simplement le produit final. La rareté ne disparaît jamais, elle change de forme. À l'époque industrielle, le pétrole était stratégique. Et aujourd'hui, les données sont stratégiques aussi. La puissance numérique repose toujours sur des contraintes physiques palpables. On ne peut pas télécharger de l'énergie depuis le cloud. On ne peut pas créer instantanément une fibre optique. On ne peut pas réparer un câble transatlantique en quelques secondes. On ne peut pas construire un data center sans terrain, énergie et refroidissement. Qui contrôle donc les câbles ? Revenant à notre question initiale, la réponse est personne. Les câbles appartiennent à différents acteurs comme des opérateurs télécoms, consortiums, entreprises technologiques, investisseurs privés, infrastructures nationales, partenariats public-privé. Télégeographie recense aujourd'hui plusieurs centaines de systèmes et près de 1900 points d'atterrissement dans son édition de 2026. Il n'existe donc pas un seul bouton capable d'éteindre Internet, et c'est important. Mais la vraie question est différente. Qui contrôle les routes les plus importantes ? Qui contrôle les points d'atterrissement stratégiques ? Qui possède les data centers? Qui possède les réseaux terrestres? Qui peut réparer les câbles? Qui possède les capacités de remplacement? Qui contrôle le cloud? Qui contrôle les plateformes? Et aussi qui peut survivre à une crise de coupure? Le pouvoir du XXIe siècle ne consiste peut-être plus à posséder le territoire, mais à contrôler les routes invisibles qui permettent au territoire de communiquer avec le reste du monde. Conclusion.
Nous avons imaginé Internet comme un espace libre, un espace sans frontières, un espace dématérialisé. Mais derrière cette illusion se trouve un réseau extrêmement physique, des fibres de verre, des navires, des stations d'atterrissement, des data centers, des transformateurs, des centrales électriques, des entreprises, des États et des océans. La prochaine fois que vous envoyez un message, que vous regardez une vidéo, que vous effectuez un paiement, que vous utilisez une intelligence artificielle, souvenez-vous d'une chose, vos données ont probablement traversé la mer, et quelque part, dans l'obscurité des profondeurs, une fibre de verre transporte une partie de notre civilisation numérique. Nous pensions avoir construit un Internet sans frontières. En réalité, nous avons construit une civilisation suspendue à des milliers de kilomètres de fibres, posée au fond d'un océan que nous ne voyons jamais. Et la véritable question n'est donc peut-être plus de savoir qui possède l'Internet, mais qui possède les infrastructures dont l'Internet ne peut pas se passer. La prochaine grande crise mondiale ne viendra peut-être pas du ciel ou du cyberespace, mais du fond des océans. Selon vous, les États doivent-ils nationaliser ces câbles vitaux ou faire confiance aux géants de la tech pour protéger le web mondial? Donnez-moi votre avis en commentaire. Pour approfondir les secrets cachés de l'économie mondiale, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. À tout de suite.